Bonjour Monsieur Bougliolo, ça fait longtemps que ne s'était pas vu, je suis content de vous retrouver. Et aujourd'hui, je crois que vous voulez un petit peu me parler des commerçants malétois de votre époque. Que j'ai connu à La Valette. Je suis né, depuis ma naissance, j'ai vécu à La Valette. Ma mère a accouché à Céline-du-Var, mais j'ai toujours été valétois. Et j'ai fait toutes les écoles de La Valette. Alors, les commerçants de La Valette, je peux vous en parler, j'ai de bonnes souvenirs. Je vais commencer par la place du Pont. Allez. Alors, la place du Pont, vous avez d'abord un cordonnier, Bérenguer, monsieur Bérenguer. À côté de M. Bérenguer, c'est un grand propriétaire, un grand ferrailleur, M. Bruno, qui ramassait les ferrailles et qui les expédiait à différents endroits. À côté, il y avait un bar de la place. À côté, il y avait un transporteur avec des chevaux qui transportaient les matériels. Et après, vous aviez la porte, les PTT. Les PTT, il y avait deux bureaux. Il y avait Mademoiselle Vidal et je crois Madame Ventre. Et après, vous avez le bar de la station qui était tenu par le grand Antoine à un moment donné. Après, vous aviez un coiffeur, Martin, Monsieur Martin, qui a actuellement il y a un commerce. En face, vous aviez monsieur et Madame Paul, le père et la mère de Pierre-Paul, notre ami. Et de Roger. Et de Roger. Un peu plus loin, vous aviez un petit commerce de bimbeloterie, c'était Madame Passeleg. Beglia, Madame Beglia. Madame Passeleg. Ah. Alors, elle vendait des bonbons, un peu de tout, et elle vendait le gros papa. Alors les gosses, quand on avait des sous, on achetait un gros papa. En face, vous avez M. Tisserand, le marchand de vin. C'est là où je suis né. Il était, oui, top tes parents, mais je me rappelle ta mère. Je suis né là, au deuxième étage. Lui, il faisait le gros et le demi-gros. Après, vous avez les Gibelins qui faisaient les grains issus et qui faisaient le transport de pommes de terre, de tout ça. Avant ça, il y avait Perron, le boucher chevalin. Ah non, non. Ah, il n'était pas encore à votre époque-là, parce qu'après, il y a eu Perron, le boucher chevalin. Non, il n'était pas. Alors, en continuant, ben, vous avez la laiterie, comment on appelait Le bon lait. Le bon lait. Monsieur et Madame Parola. Voilà, monsieur et Madame Parola, le bon lait. À côté, vous avez monsieur Giraud, l'électricien. Oui. Après, vous avez une boulangerie. C'était les Hugo. Hugo. Après, vous aviez encore une épicerie qui s'appelait monsieur, alors ça me, je l'ai dit hier, la pharmacie c'était monsieur Gravagne. Alors le commerce c'était monsieur, ce commerce avait été tenu par une sœur à mon grand-père. Les familles d'Almas ils existaient beaucoup à La Valette. Après cette pharmacie, en face, vous avez M. Ray, le marchand de journaux. Voilà. Papeterie, journaux. Dans le renfoncement, vous avez l'épicerie Bonfante. À côté, vous aviez un petit marchand qui vendait un peu du charbon de bois, des trucs comme ça pour les petits fourneaux. Puis il y avait l'épicerie Boissé. À côté de l'épicerie, il y avait une autre boulangerie qui s'appelait, il avait un nom de prénom. Mais lui, c'est lui qui avait commencé à faire les fours au mazout. Les autres étaient tous les fours à bois, avec des fexines qu'on appelait. En face, vous avez une épicerie comme Madame Ozande, la mère d'Henri, notre femme mère. À côté de Madame Ozande, vous avez Madame oh putain, j'ai encore dit hier. Il y avait Madame Godard, Madame Lothar, et c'était les trois. Comment s'appelait sa fille? Elle était mariée avec. Alors cette dame vendait le point d'interrogation. Oui, elle vendait c'est-à-dire lorsque l'avion
Français avec les deux pelotes, la coste épolante, je crois, ont traversé la Manche de 30 km. Ça a été un événement formidable. Et les magasins se sont mis à vendre l'insigne de point d'interrogation. C'était très joli. C'était l'insigne de l'avion. De l'avion. Et cette dame vendait cet insigne. Et tous les gamins, eh ben, on avait, vous rendez compte, l'événement de 30 km. En face, il y avait Madame Lothar qui vendait des habits pour enfants, pour femmes. Et après, Madame Lothar. Non, là qui vendait les signes. Je me suis amusé avec sa fille. Il y avait la fille Bochier, la fille hospitalier, sa fille Godard. C'est Godard. Ça doit être Madame Godard. Et à côté, il y avait Madame Clérian. Madame Clérian qui vendait tout pour la vaisselle. Tout l'électroménager, le ménager, voilà. Je me rappelle, en face de l'église. Oui, de luxe quand même. Oui, oui, c'était bien. Hein. Il avait Après, à côté, il y avait l'épicerie Murator, Clément, qui vendait des fruits et des légumes en face de l'église. Et il y avait un des fils, Jeannot Murator, qui livrait les légumes et les fruits sur la côte. Il partait le matin de très bonne heure, à 4 heures, il se ravitaillait à Toulon. Et j'y suis allé le jour avec lui. Et il allait jusqu'à Lavandou, même jusqu'après le Lavandou, et il ravitaillait les épiceries tout le long de la côte. En continuant, vous avez une petite rue là qui descend. La rue Martini d'Orvès. Voilà. Et là, il se trouvait un peintre. Voilà encore le nom qui pète. Après cette rue, vous avez encore une épicerie par Digon. Là où il y avait par la suite des bouchers. Après par Digon, vous aviez Madame Mahé, où il y a le petit casino. Mais c'était une belle épicerie qui exposait des fois des jouets assez importants, des grues ou des voitures. Tous les enfants, on allait admirer tout ça. Dans la rue d'Orange-Germain, vous avez les frères Alvesio, charbonniers. Vous aviez un laitier, Spagnolo, avec une quinzaine de femmes. Francis, oui. Francis, le grand-père de Francis. Le grand-père de Francis. Puis le fils Tonin, qui a été tué à la Bigue. Et après, vous avez Monsieur Truc, il réparait les montres, les pendules, tout ça. J'étais toujours fourré parce que ça me plaisait de voir avec la dextérité qui réparait ses montres, ses réveils. Et ma compagnie lui plaisait, il me disait, en continuant, en revenant vers la place, là vous aviez un boulanger. Allez, ça y est, tout. Putain, Henri. Ah, putain. Grosso. Non, on va. Avant Grosso, d'accord. Fournier. Ah, inconnu. Fournier. Alors le fils, il habite l'avenue des Fourniers, quartier des Fourniers à la Farlade, mais il est mort. Alors là, c'était encore un four à l'ancienne, avec des fagots. Mon père, il a fait des journées, parce que mon père était boulanger. Et quand on passait le matin, là, qui sortait ce pain de ce four, ben, on avait des odeurs de pain. Et moi qui, pendant l'occupation, j'étais un J3 qu'on appelait, j'avais droit à 350 grammes de pain. Et la boulangère avait le hachoir pour couper, pour faire les 350 grammes. Après, il y a Madame Fille, là où il y a Alain. Madame Fille, une épicerie fine encore, qui elle faisait griller le café avec un petit appareil sur la place. Alors, ça sentait la boulangerie, ça sentait le pain, le café grillé, ça avait toutes les odeurs. Après là, vous aviez un bar, truc, bar tabac,
le plus petit bar, bar tabac. À côté, vous avez le bar Valétois. Après, vous avez le grand bar. Après, il y avait un dentiste dans la petite maison, au rez-de-chaussée, qui venait une fois par semaine. Et son cabinet était à rue des Marchands, à Toulon. Il s'appelait Coulon. Après Coulon, alors là, vous avez un pâtissier, Achiardo. Madame Achiard, je me rappelle comme si c'était hier. Et sa fille, t'as vu la fille qu'elle avait? Elle était belle, sa fille. Elle mettait son truc de glace ancienne devant, là. Ouais. Ah ouais, je me rappelle très bien. Il faisait les rameaux avec les fruits confits. Ah ouais. Après lui, il y avait Eugène Bertrand. Alors Bertrand, il tuait les cochons dans la rue, là. Et pour les fêtes, il avait un étalage grandiose. Il y avait des sangliers de pendus, des chevrets, il pendait de tout. Et il s'occupait beaucoup de cyclisme, ce jeune. Et il tuait le cochon dans la rue, dans la petite rue. En face, il y avait l'épicerie Rossière. La boulangerie. Clamin. Clamin, Madame Clamin, oui, c'est ça. Monsieur et Madame Clamin. Monsieur et Madame Clamin, c'est ça, oui. Et le dernier des fils, c'est à la Valette, Max. Il habite une maison en-dessus les anciens combattants. Ah oui, d'accord. Il oui, habite, je voilà, vois. tu continues. Tu as la maison, ça fait un an que tu prends la rue. Mais cette maison. D'accord. Je vois, ça va, ok. Années. Alors, où nous en sommes? C'était Moronier qui vendait tout le matériel pour les chevaux. Monsieur Second. Monsieur Second. Je pense que c'était le père de l'ancien maire, Second, Borolier. Ben, il descendait l'avenue Joseph Arnoux, et en bas il y avait la rue, très étroite, où il y avait la fosse publique. C'était un cabinet en hauteur, et dessous se trouvaient des gros bidons, où de temps en temps les ouvriers venaient les vider. Et nous les gamins, ben, on s'amusait à passer par derrière. Quand M. Second se déculottait, c'est le cas de dire, avec les frondes, on envoyait des pierres sur les bidons. Et évidemment, ça faisait du bruit. Et comme M. Second nous criait Pichunkum, Pichunkum. Et c'était comme ça. J'ai connu toute la famille. À côté aussi, une personne vient me porter des repas du CCAS. Et elle me dit, moi je suis de la Valette. Mon arrière-grand-père, c'est M. Pierre Obel. Ah, moi j'ai connu Pierre Obel, hein, bien sûr. Moi aussi. Ah ben vous plus que moi, bien sûr. J'étais en classe avec Joseph, moi. Ah, parce qu'il y avait une aînée, la fille, il y avait Joseph, et puis il y avait encore deux filles. Et je vois, à face Clabin, il y avait Madame Lothar. Madame Lothar, c'était la mère de Madame Paracchini, qui avait un commerce et qui vendait ma mère m'y habillait, tricot, chemise, tout ce qu'on veut. Et je me souviens que Madame Paracchini, qui était une jeune fille, quand on rentrait dans le commerce, elle allait se réfugier dans la cuisine. On continue, alors, en face de Gênes, il y avait un marchand de chaussures. C'était un pur valétois qui tenait ça, je ne me souviens pas de son nom, mais il était marié, sa femme était parisienne, et là-dedans, ma mère avait m'habiller. Et inutile de vous dire qu'on ne mettait pas les choses de chinois, on avait des souliers en cuir avec des clous et des pointes de vin pour ne pas mettre les chaussures. En continuant, vous aviez une petite épicerie qui faisait l'angle de la rue de République, et il y avait un coiffeur même qui avait une jambe en bois à l'époque. En face, il y avait un commerce genre de cope. Il y avait le bar Négal. Madame Barbaroux qui tenait la cope. Madame Barbaroux. Il y avait le commerce, c'était bar tabac, c'était Madame Négal. Et la civette, c'est la civette aujourd'hui, voilà. Oui, il fait le tabac encore. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, en face, vous aviez un matelassier. Il refaisait les Pazoro avec sa femme. Et dans cette maison habitait le docteur
Chaudezeg, qui m'a soigné quand j'étais bébé. Un peu plus loin que l'épicerie, vous avez l'épicerie Baucher. C'était pas important, mais c'était l'épicerie. À côté de l'épicerie, il y avait un tailleur pour hommes. Kyoko, il s'appelait. En continuant de l'autre côté, vous avez un laitier. Comment tu dis? Guillaume. Peut-être, oui, Guillaume, c'est ça. C'est ça. L'épicerie Guillaume, qui avait les vaches un peu plus bas. Voilà. Oui. À côté, il y avait une boucherie, M. Gourin. Oui, qu'après il y a eu Lopez. Voilà, Gourin. Dans la rue qui descendait, qui était toute étroite, vous avez encore une boulangerie à fagot, quoi. Qui est devenu Chabelotti après. Oui, voilà. Et qui s'appelait. Oh putain, je vois sa mère, je vois son père. Elle est morte là à 103 ans. Ah, On y portait des plats à chauffer, des tomates, tout ça. Nous arrivons à la rue du pont de Gabert. Là, il y avait un petit commerce. Il y avait un petit commerce et il y avait un monsieur, un peintre, tatave, qui faisait des tableaux superbes des femmes sur sa fenêtre. c'est quelle rue ça? Mais c'est la rue nationale. Ah, toujours oui, d'accord. Après, vous avez un commerce, Madame Corvézy, Ah, qui est la sœur de ma grand-mère, et vous avez sa fille Liette qui a pris la suite. En face, vous avez Madame Raimonin, qui avait l'épicerie, et son petit-fils, son arrière-petit-fils, qui est le marchand de fleurs. Là. André Simien. Oui, je suis bien. Après, vous avez le peintre Roland, dont j'ai épousé la fille. En face, il y avait encore une pâtisserie. Bonetto. Bonetto, exact. La pâtisserie Bonetto. Je me souviens que sa fille a fait la communion et c'était ma femme Aline qui lui avait prêté sa robe de communiante. Après, vous aviez un petit commerce non, il y avait une coiffeuse pour femmes. Une coiffeuse à Valreux de Chabot. Bon, comme commerce, il faut considérer M. Chabot, ça s'appelle la rue, qui est le donné. La rue Rollinge. Il y avait M. Chabot qui vendait des plants de légumes à tous les paysans du coin. En face, il y avait le dernier bar tabac qui existait. Après, vous aviez M. Clérian. M. Clérian, qui lui, il faisait les tuyaux, comment on appelle, tout ce qui est pour les maisons, les conduites d'eau, les gouttières. Il était ferblantier, il faisait les gouttières. À côté de lui, il y avait un forgeron, M. Pépinon. J'allais vous le dire. C'est là qu'est né mon grand-père. Il refaisait les socs de charrue, tout ce qui était pour le cheval et pour les paysans, quoi. Attends que j'oublie personne. En face, il y avait un menuisier. Héride. Et M. Héride, c'est ça? Des menuisiers. Ces menuisiers faisaient les cercueils. Lorsqu'il y avait un mort à la Valette, ils venaient voir la personne décédée, ils mesuraient en long et en large, et ils vous disaient, dans 2 jours, vous aurez un cercueil en bois. Je précise, en bois. Et la mairie avait des chevaux pour lever les poubelles, tout ça, et ils avaient un corbillard qui menait les gens de l'église, ou de chez eux à l'église, et de l'église au cimetière. Ce corbillard avait une espèce d'armature tout autour, on y pendait les couronnes. Je ne me rappelle plus le nom. Balator. En face, il y avait 2 gars, de cyclistes. Et puis, il y avait encore un moulin à huile, Séméria. Il reste que les bâtisseries, là, plutôt
Il n'y a plus les appareils. Nous arrivons là. Après, vous avez un garage, Chabot, le frère de Chabot, qui avait une pompe à essence qu'on pompait. On remplissait deux réservoirs de 5 litres et on inversait le truc et on ravitaillait la voiture. À côté, il y avait un photographe qui prenait des photos. Blondeau. Hein? Blondeau. Blondeau. En face, vous aviez ça appartenait à l'église, le patronage. Le patronage, monsieur Autreux. Il y avait un monsieur Autreux qui habitait. Il y avait Maillot, qui avait des 2 chevaux et qui livrait des marchandises avec une charrette. Et juste à l'endroit exactement où il y a le marchand de fleurs maintenant, où habite le HLM, l'écurie était là. Et Maillot, alors je peux raconter un truc un peu important. Allez-y. Bon. Avec ces charrettes, ils allaient à Toulon, ils allaient revenir, et ils portaient des marchandises au marché couvert, n'importe quoi. Alors, le charretier, Maillot ou un autre, lorsque le cheval il avait vidé son chargement, au cheval, il lui disait « Allo stau !» Ça voulait dire « Marche et va à la maison ». Et bien le cheval de Toulon, il allait à la maison, tout seul. Et ce qui est arrivé, c'est que souvent, le charretier, ça fallait un peu sur les choses, en tenant les brides, puis il dormait. Et là, le code de la route français, à son premier article, il y avait un procès verbal. Véhicule sans conducteur. Parce que le cheval allait tout seul et le charretier dormait. Je l'ai là, je crois. Ça, il faut le... Oh, mais ça, alors... Et après, il y avait, oui, en face, pas le cimetière, évidemment. Et en sortant du cimetière, parce qu'après, il n'y a plus rien. Si, il y avait un grossiste, un grand issu, Geoffrey, mais un peu plus loin. Il était en dehors de la Valette, un peu plus loin. Là où il y a une pâtisserie, boulangerie-pâtisserie. C'était bon. À côté de la guinguette des fraises, là-bas. Après, il y avait la guinguette des fraises. Alors, en sortant ça je peux le dire aussi, en sortant du cimetière, en face, il y avait un superbe portail en pierre de taille, en fer, qui était toujours ouvert. Et là, en vous approchant, c'était un superbe champ de fraises. Les fraises, les gagates, c'était les vraies fraises de la Valette. Arrête-toi, je calcule. En dessous, le grand champ de fraises, vous avez un propriétaire qui faisait les violettes. Et vous avez les personnes âgées de la Valette qui ramassaient les fraises, pas les violettes, qui ramassaient les violettes et qui faisaient les bouquets. Alors, moi, Valettois, les fraises, les violettes, embaument le vallon, venez à la Valette qui est proche de Toulon. Oui. Ça peut aller? Ah, c'est superbe. Ah, putain. Eh oui, voilà, je me rappelle de ça. Vous avez les fraises, les fraises, les violettes, embaument le vallon, venez à la Valette qui est proche de Toulon. La cité des fraises, voilà. Attends. Le marchand de violettes, c'était Guérard, monsieur Guérard, et madame Guérard, qui avait 3 filles, qui faisait des bouquets, s'appelait madame Paul. Et en provençal, on l'appelait madame Paul. Oh madame Paul, comment vous allez? Ma belle madame Paul. Ah, sûr. Je sais qu'il y avait, c'était un comité de jeunes qui organisait ces fêtes. Et le dernier vient de mourir, c'est Léon Ferrero. Je les ai tous connus, mais j'étais plus jeune.
Alors, ils organisaient les fêtes de Sainte-Anne, ils organisaient les fêtes de Sainte-Cécile, ils organisaient les fêtes dans d'Intre, sur la place, la place du Pont. Alors, la plus grande fête, c'était à la place à Sainte-Anne. Parce qu'ils mettaient l'estrade sur la route, les voitures passaient en dessous. Alors, ces jeunes-là, ils faisaient les obades, ça durait 3 jours, il y avait les tambourinaires, ils passaient dans les campagnes, ils passaient partout. Les jeunes filles costumées offraient un bouquet à la personne qui donnait l'argent qu'ils mettait sur le banc. Avec cet argent, le comité des fêtes payait ce qu'ils achetaient, la location du bas, des planches, la location de bouteilles, de bière, de tout. Ils payaient les musiciens, de ce que je me souviens, et lorsqu'ils avaient tout payé, ce qu'ils avaient dépendu, ils se faisaient un petit gueuleton, et l'argent qui restait, ils le donnaient à la mairie. C'est une autre époque. Tu ne le savais pas, ça? Non. Tu te rends compte? Quelle droiture. Quelle honnêteté. Hein? Quelle droiture d'esprit, quelle honnêteté. Mes parents allaient passer l'été dans le clos d'Adeline, Arnebec. C'était une propriété magnifique. Il y avait des figuiers, il y avait des prunes, il y avait des abricots. Et M. Arnebec venait faire des greffes et il me disait: allez, Pichou, menez-moi Matudad. Et Matudad. Et j'allais avec lui, je lui donnais le Pablo Raffia et il faisait des choses. Et cette propriété, un jour, Charles Arnebec me dit: tu sais, parce que mes parents ne payaient pas de loyer. Il s'occupait de rien, à part de lever un peu d'herbe, des trucs comme ça. Comme M. Raspo avant. Et quand il y avait des fruits, ben, on descendait des fruits. Et ce jour, M. Arnebec, Charles me dit: il faut te dire à tes parents que maintenant, on reprend le cabanon. Ça s'appelle le cabanon, avec un étage, hein, ciré de citernes. J'ai prévenu mes parents, et évidemment, mes parents sont allés remercier. Tout ce qu'on faisait, c'était descendre les fruits. Et quelques temps après, quand il y a eu les Allemands sont venus, et mon père a travaillé pour les Allemands, il était boulanger. Et M. Doux, qui était en dessous, pareil. Quand ils ont vu M. Doux, ben, M. Doux, il a sorti son Weiss allemand de l'arsenal, mais mon père, s'il avait été là, il sortait le Weiss, et le cabanon, il serait encore. J'y suis remonté avec Jackie et son mari, M. Gabiot. Il me dit: tu connais bien le terrain. Je me suis péniblement retrouvé les barrières. Par contre, on a retrouvé une volière. Parce que Mademoiselle Arnebec chassait, elle avait des appâts. Et bien dans cette volière, il y avait des outils, pioches, pelles, tout ce qu'on veut pour travailler. Et c'est pas grave parce que la volière est toujours ouverte, jamais personne n'a volé un outil. Tu as compris? Ah. Et je revois toujours, c'était magnifique. Là, il y avait M. Doux, qui enregistre là. M. Doux, il piochait toute la journée. On entendait pam, pam, pam. À midi, on entendait sa femme qui l'appelait, il allait dîner, puis à 1h, 1h30, les oliviers, c'est comme chez M. Arnebec, c'était magnifique, pas un brin d'herbe, il y avait des tulipes, c'était magnifique, un jardin. J'ai bien regretté cette époque, j'avais passé le certificat d'études, il y avait M. Raspaul dans Morinaire, on avait fait une grande fête, avec des coups de fusil, parce que j'avais passé le certificat d'études. Et M. Raspo, il me disait: quand tu auras tous tes diplômes, moi je te trouverai une place.
dans les tramways, là, qui va de Toulon à La Valette, il y avait un monsieur avec une espèce d'outil il soulevait les pavés, il mettait un peu de sable pour remettre les pavés en unité. Il avait une petite drape rouge. Ben, je te ferai embaucher là. C'est un bon métier. Tu vous rendez compte. Ça fait rire maintenant, et pourtant à l'époque ça faisait manger. Hein. Eh oui. Alors, ils étaient deux. Alors, ils avaient une espèce d'outil long, et le poignet. Alors, ils soulevaient le pavé. Et avec un peu d'eau et du sable, et laisser passer, et le pavé se revenait à nouveau. Il devrait s'en servir pour... Et il nettoyait les rails en même temps. Monsieur Raspo, c'était un farceur. Lui pour se moquer de moi, il m'a fait embaucher là, après le certificat d'études. Ah, c'était une ville, La Valette. Hein. Et les gens qui montaient au chapéard, tout n'importe quoi, avec la boîte, ils avaient la pelle, un petit râteau, et tous les excréments des chevaux, ben, ils les ramassaient tout le long de la route pour le mettre dans le jardin. Eh oui. Quelle époque. Oui. Et vous en pensez quoi aujourd'hui, de l'époque d'aujourd'hui? Ben, il n'y a pas que du mauvais quand même. Les gens vivaient. Voilà, c'était... Personne ne se plaignait. On ne parlait pas politique, on parlait pas. On vivait comme on pouvait. On tournait, je ne sais pas si c'est ce tailleur, mais il y avait un tailleur à La Valette, il tournait les complets des hommes. Yvette Vente, elle le faisait, elle le décousait avec un petit ciseau, complètement le costume, le col, le bras, tout. Elle le tournait. Rendez compte le travail. Elle tournait le tissu, elle le remontait. Et il y avait un respect. Je pense, vous me direz si je me trompe, hein, mais sous votre contrôle, je pense que cette solidarité, cet amour des uns des autres qu'il y avait à l'époque, il est dû à l'après-guerre. Les gens avaient souffert pendant la guerre. Ils étaient obligés de... Bon, il y a eu les salopards qui ont trahi, bien sûr. Tu vas dire, pas la guerre de 14. Même de 39-45, après ça a été un petit peu pareil, je crois, pour ce qui nous concerne. Les gens avaient été privés, ils étaient habitués à partager, ils avaient un bout de pain, ils le partageaient, sauf les enfoirés. Mais les enfoirés, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Hein. Et donc, il y avait cette mentalité-là, mais on se contentait d'un biscuit. Un biscuit, c'était déjà quelque chose de... Un bout de pain et de sucre. Voilà. Je pourrais te parler aussi.